Troisième partie, le nid de guêpes. Chapitre 14, sur le toit. Sale guêpe s'exclama Jack Torrance en poussant un cri de surprise et de douleur. Il se donna une claque sur sa chemise de toile bleue pour en déloger la grosse guêpe léthargique qui venait de le piquer. Puis il escalada le toit à toute vitesse tout en regardant derrière lui pour s'assurer que les sœurs et les cousines de la guêpe n'avaient pas surgi du nid qu'il venait de découvrir pour se lancer à sa poursuite. Si d'autres guêpes s'avisaient de prendre la relève, ça pourrait tourner mal. Le nid se trouvait entre lui et l'échelle, et, comble de malchance, la trappe qui communiquait avec le grenier était verrouillée de l'intérieur. Il y avait une bonne vingtaine de mètres du toit jusqu'au patio en ciment qui séparait l'hôtel de la pelouse. Mais rien ne vint troubler le silence et la pureté de l'air autour du nid. Assis à califourchon sur le faîte du toit, il examina son index droit et poussa entre ses dents un sifflement de colère. Le doigt avait déjà commencé à enfler, et avant de pouvoir faire des applications de glace sur la piqûre, il faudrait se débrouiller pour redescendre. Il espérait pouvoir rejoindre l'échelle en passant à côté du nid sans que les guêpes s'en aperçoivent. C'était le 20 octobre. Wendy et Danny étaient descendus à Sinwinder dans la camionnette de l'hôtel, une vieille Dodge déglinguée qui paraissait toutefois plus digne de confiance que la coccinelle dont les hoquets annonçaient une fin imminente, pour acheter 12 litres de lait et faire quelques courses pour Noël. C'est un peu tôt pour penser à Noël, mais on ne savait jamais quand la neige se mettrait à tomber pour de bon. Il y avait déjà eu quelques bourrasques et à certains endroits, la route entre l'Overlook et Sinwinder était verglacée. Jusqu'à présent, l'automne avait été d'une beauté incomparable. Depuis 3 semaines qu'ils étaient là, chaque journée avait paru plus radieuse que la précédente. Les matinées étaient fraîches, avec des températures entre 5 et 10 degrés, mais l'après-midi, le thermomètre montait jusqu'à 15 ou 20 degrés, un temps idéal pour grimper sur le toit et remplacer les bardeaux du versant ouest. Jack aurait pu en finir 4 jours plus tôt, mais il avait préféré, et il l'avait dit à Wendy, faire durer le plaisir. Ce n'était pas seulement la vue qu'il avait de là-haut qu'il appréciait, bien qu'aucune autre, même celle de la suite présidentielle, ne pût soutenir la comparaison. Ce qui comptait surtout, c'était l'effet lénifiant du travail lui-même. Là-haut, il se sentait guérir des blessures des 3 dernières années. Sur le toit, il avait l'âme en paix. Ces 3 dernières années de cauchemar s'éloignaient et il se sentait prêt à tourner la page. Les bardeaux étaient bien pourris et certains avaient été emportés par les blizzards de l'hiver dernier. Il les avait tous arrachés, les lançant à la volée par-dessus bord et criant à chaque fois « Gare à la bombe !» pour prévenir Danny, s'il s'était aventuré de ce côté. Il était en train de retirer les mauvaises lattes quand la guêpe l'avait piqué. Ce n'était vraiment pas de chance. Sachant qu'il risquait de tomber sur un nid de guêpe, il avait toujours été sur ses gardes. Il avait même été acheter une bombe d'insecticide pour parer à ce danger. Mais ce matin-là, le silence et la tranquillité étaient si profonds là-haut qu'il avait oublié de se méfier. Il avait l'esprit ailleurs, plongé dans l'univers de sa pièce de théâtre à laquelle il s'était remis. Il ébauchait dans sa tête la scène sur laquelle il allait travailler le soir. La pièce prenait tournure, et bien que Wendy ne lui eût rien dit, il savait qu'elle était contente. Pendant les 6 derniers mois qu'ils avaient passés à Stovington, il avait été complètement bloqué, et la scène capitale, celle où s'affrontent Denker, le directeur sadique, et Gary Benson, le jeune héros, n'avait pas avancé d'un pouce. Pendant cette période difficile, la tentation de boire était devenue si forte qu'il était tout juste capable de préparer ses cours, sans qu'il fût question pour lui de poursuivre ses activités littéraires. Mais depuis une 12aine de jours, dès qu'il s'installait le soir devant la vieille Underwood qu'il avait empruntée à la réception, le blocage se dissipait miraculeusement sous ses doigts, comme la barbe à papa fond au contact des lèvres. Il avait réussi presque sans effort à clarifier tout ce qui était resté obscur dans le caractère de Denker, et en même temps à réécrire la plus grande partie du 2e acte en le construisant autour de la nouvelle scène. Et toute la progression du 3e acte qu'il était en train de ruminer au moment où la guêpe l'avait interrompu se précisait. Il pensait que dans 2 semaines, il aurait fini d'en ébaucher les grandes lignes, et qu'avant le nouvel an, sa nouvelle version serait entièrement terminée. Cette pièce symbolisait à ses yeux toutes ses mauvaises années à Stovington, son mariage qu'il avait failli envoyer à la casse, comme un gosse écervelé qui fait le fou au volant d'un vieux taco, l'agression monstrueuse qu'il avait commise sur son fils, et l'incident avec George Hatfield dans le parking, incident qu'il n'arrivait plus à considérer comme une simple explosion de colère. Il estimait à présent que son besoin de boire provenait en partie du moins d'un désir inconscient de se libérer des contraintes que lui imposait Stovington et de la sécurité qui étouffait, pensait-il, tous ses instincts créateurs. Il s'était arrêté de boire, mais le besoin de se libérer n'avait pas diminué pour autant, d'où l'incident avec George Hatfield.
Maintenant, il ne restait plus de ces mauvais jours que cette pièce de théâtre sur le bureau de leur chambre, et une fois qu'elle serait terminée, il pourrait se consacrer à autre chose. Pas à un roman. Il ne se sentait pas encore de taille à entreprendre un ouvrage de longue haleine auquel il lui faudrait consacrer 3 ans de son existence, mais il écrirait certainement d'autres nouvelles, peut-être tout un recueil. Il redescendit à 4 pattes la pente du toit et dépassa la ligne de démarcation entre les bardeaux neufs tout verts et la partie qu'il venait de nettoyer. Arrivé au bord du toit, il s'approcha non sans appréhension du nid de guêpe, prêt à rebrousser chemin ou à dévaler l'échelle à la moindre alerte. Il se pencha sur le trou qu'il avait ouvert en retirant les lattes pourries et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le nid était là, logé entre les vieilles lattes et la charpente. D'une taille impressionnante, il ressemblait à une boule de papier mâché gris dont le diamètre devait faire plus de 50 centimètres. Sa forme n'était pas parfaitement sphérique parce que les guêpes n'avaient disposé que d'un espace étroit entre les bois, mais Jack dut reconnaître que les petites salopes avaient fait du beau travail. La surface du nid grouillait de guêpes engourdies qui se déplaçaient avec lenteur. Ce n'étaient pas de ces petites guêpes jaunes relativement inoffensives, mais de grosses et méchantes guêpes de mur. Le froid de l'automne avait ralenti leur activité, mais Jack, qui connaissait les guêpes depuis son enfance, s'estimait heureux de n'avoir été piqué qu'une fois. Et il songea que si Ullmann avait fait faire ce travail en plein été, l'ouvrier qui aurait arraché ces lattes-là aurait eu une drôle de surprise. Oui, une drôle de surprise. Sous l'assaut d'une douzaine de ces bestioles, s'acharnant sur son visage, ses mains, ses bras et même sur ses jambes à travers le pantalon, il aurait très bien pu oublier qu'il se trouvait à 20 mètres du sol, et pour leur échapper, plonger par-dessus le bord du toit. Et tout ça à cause de ces petits insectes pas plus gros qu'un mégot. Contemplant ce nid grouillant, il lui semblait y voir l'image de son destin. Car, à bien y réfléchir, les malheurs qui l'avaient frappé, lui et les otages que le sort lui avait confiés, lui étaient tombés dessus comme un essaim de guêpes. Quel meilleur symbole pour exprimer tout ce qui lui était arrivé? Il estimait que l'histoire de Jack Torrance n'avait de sens qu'à condition d'être racontée à la voix passive. Elle était faite non pas d'actes dont il s'était voulu l'auteur, mais de malheurs qui l'avaient frappé sans qu'il y fût pour eux rien. Il avait connu à Stovington des tas d'autres professeurs qui buvaient, et notamment 2 collègues du département d'anglais. Zack Tenay avait l'habitude de s'acheter une petite caisse de bière le samedi après-midi, de la planter dans une congère de neige pour la tenir au frais pendant la nuit, et de la siffler presque entièrement le dimanche, en regardant les matchs de rugby et les vieux films à la télé. Pourtant, pendant la semaine, Zack restait aussi sobre qu'un juge, et un petit cocktail avant le déjeuner était un événement. Al Shockley et lui avaient été de véritables alcooliques. Leur amitié avait été celle de 2 naufragés qui gardent juste assez d'instinct grégaire pour préférer se noyer ensemble plutôt que seuls. Et pour le faire, ils avaient choisi une mer d'esprit de grain plutôt que de l'eau salée. Perdu dans la contemplation des lentes évolutions des guêpes qui vaquaient aux tâches que nécessitait la préservation de l'espèce, en attendant que l'hiver devint les exterminer, à l'exception de leur reine en hibernation, Jack décida d'aller jusqu'au bout de son analyse. Alcoolique, il l'était encore et il le serait toujours. Peut-être même l'avait-il toujours été, dès son premier verre, bu au bal de la classe de seconde. Ça n'avait rien à voir avec la volonté, l'immoralité de l'alcool ou la faiblesse de son caractère. Il y avait seulement quelque part dans son circuit intérieur un interrupteur défectueux, un disjoncteur qui ne fonctionnait pas, et il s'était progressivement enfoncé dans le gouffre, lentement d'abord, puis plus rapidement sous la pression des événements. À Stovington, ça avait été la dégringolade. Avec la bicyclette écrasée et un fils au bras cassé, il avait touché le fond de l'abîme. Il avait tout subi passivement. Quant à ses accès de colère, c'était la même chose. Depuis toujours, il avait essayé de les contrôler, mais en vain. Il se souvenait qu'à l'âge de 7 ans, après avoir été fessé par une voisine qui l'avait attrapé en train de jouer avec des allumettes, il était sorti et avait jeté une pierre à une voiture qui passait. Son père, qui l'avait vu faire, avait foncé sur lui en rugissant et lui avait donné une raclée, lui mettant un œil au beurre noir. Grommelant toujours, son père était enfin rentré à la maison, voir ce qu'il y avait à la télé, et Jack s'était aussitôt précipité sur un chien égaré qui l'avait chassé du trottoir à coups de pied. Il y avait eu une vingtaine de bagarres à l'école primaire, et davantage encore au lycée, ce qui lui avait valu, malgré ses bonnes notes, 2 exclusions provisoires et un nombre incalculable de retenues. Le rugby avait été dans une certaine mesure une soupape de sécurité, bien qu'il se rappelât parfaitement avoir vécu les matchs dans un état d'énervement extrême, prenant comme un affront personnel chaque offensif de l'équipe adverse. Excellent joueur, il avait été sélectionné pour l'équipe All-Conference les 2 dernières années du lycée. Mais il savait que c'était à son sale caractère qu'il devait ses succès de rugbyman, et il n'avait pas vraiment aimé ce sport. Pour lui, chaque match était une revanche.
Et pourtant, à travers toutes ces expériences, il n'avait pas eu le sentiment d'être un salaud. Au contraire, il se croyait un très brave type. Évidemment, ses accès de colère risquaient de lui attirer un jour de véritables ennuis, et il aurait intérêt à les maîtriser, ainsi que son faible pour l'alcool. Mais avant d'être alcoolique, il avait été caractériel. Les deux infirmités devaient d'ailleurs se confondre quelque part dans les profondeurs de son être, là où il valait mieux ne pas mettre le nez. Mais il se fichait pas mal de savoir s'il existait un rapport entre ces problèmes, ou si leur cause était sociale, psychique ou physique. Les conséquences, elles, restaient toujours les mêmes, fessées, taloches, exclusion. Et c'était lui qui devait y faire face, qui devait expliquer les vêtements déchirés dans les bagarres à la récré, et plus tard les gueules de bois, la dissolution progressive de son mariage, la roue de bicyclette avec ses rayons tordus, le bras cassé de Danny, et bien sûr, pour finir, l'histoire de George Hatfield. Il avait fourré sa main dans le grand guêpier de la vie, sans s'en rendre compte. L'image était d'un goût douteux, mais comme métaphore, le grand guêpier de la vie n'était pas sans mérite. C'était comme s'il avait passé la main derrière l'une des lattes pourries, et que son bras tout entier avait été dévoré par des flammes sacrées. Elles avaient obscurci sa raison, lui faisaient oublier tout comportement civilisé. Pouvait-on s'attendre à une conduite rationnelle de la part de quelqu'un dont la main était transpercée par une multitude d'aiguillons brûlants ? Quand des nuées de guêpes vengeresses, dissimulées derrière l'apparence innocente des choses, surgissaient soudain et s'acharnaient contre lui, pouvait-on le tenir responsable de ses actes alors qu'il courait comme un fou sur un toit en pente, au bord d'un précipice de 20 mètres, sans savoir où il allait, sans se rendre compte que si dans son affolement il venait à trébucher, il serait projeté par-dessus la gouttière et irait s'écraser sur les dalles de béton ? Non, pensait Jack, un tel homme ne pouvait être tenu pour responsable. Quand il avait fourré sa main dans ce guêpier, ce n'était pas qu'il eût conclu un pacte avec le diable, renonçant à toutes les valeurs civilisées, l'amour, le respect, l'honneur. Non, ça lui était arrivé, un point c'est tout. Passivement, sans qu'il eût son mot à dire, il avait cessé d'être un homme de raison, et il était devenu le jouet de ses nerfs. En quelques secondes, le licencié S-lettres avait été transformé en bête furieuse. Il se rappela George Hatfield. George faisait ses études à Stovington en amateur. Champion de rugby et de baseball, il avait un programme d'études allégé, et il se contentait d'obtenir des C, avec de temps en temps un B en histoire ou en botanique. Battant féroce sur le terrain de sport, il devenait en classe un étudiant nonchalant. Jack avait appris à connaître les athlètes, non pas tellement à Stovington, mais en les côtoyant au lycée et à l'université. Et George Hatfield était le prototype de l'athlète. En classe, il pouvait se montrer calme, même effacé, mais si on lui appliquait les stimuli requis, un peu comme la créature de Frankenstein se transformait en monstre quand on lui appliquait les électrodes aux tempes, pensa Jack sarcastique, il devenait un rouleau compresseur. Au mois de janvier, quand on avait formé l'équipe de Stovington pour les joutes d'éloquence interscolaire, George avait été l'un des candidats. Il avait été parfaitement franc avec Jack. Son père était avocat d'une grande compagnie et voulait que son fils prît le même chemin. George, qui ne se sentait aucune vocation particulière, n'y voyait pas d'inconvénient. Ses notes n'étaient pas fameuses, mais il n'était encore qu'au collège et il serait toujours temps de faire ses preuves. D'ailleurs, si jamais il n'arrivait pas à entrer à l'école de droit par ses propres moyens, son père ferait jouer ses relations. Et ses talents d'athlète lui ouvriraient d'autres portes. Mais M. Hatfield était persuadé que son fils avait tout intérêt à faire partie de l'équipe de débatteurs. C'était un excellent entraînement, fort apprécié des commissions d'admission des écoles de droit. George fut donc pris dans l'équipe, mais vers la fin du mois de mars, Jack l'avait éliminé. Les débats organisés à la fin de l'hiver et qui opposaient entre eux les différents membres de l'équipe avaient allumé tous les instincts compétitifs de George Hatfield. Il était devenu un débatteur acharné et décidé à vaincre. Il préparait avec le même acharnement le dossier pour et le dossier contre. Peu importait que le sujet fût la législation de la marijuana, la restauration de la peine de mort ou les allocations gouvernementales accordées aux compagnies pétrolières pour la non-exploitation de leurs gisements. George étudia à fond tous ces dossiers et son manque de conviction véritable lui permettait de défendre avec une énergie égale des thèses opposées. Jack savait que même chez les meilleurs débatteurs, cette aptitude à ne pas prendre parti était une qualité aussi rare que précieuse. Le véritable débatteur est un opportuniste dont le seul but est de convaincre. Jusque-là, tout allait bien. Mais malheureusement, George Hatfield bégayait. On n'avait jamais remarqué cette infirmité en classe, où George faisait preuve d'un flegme imperturbable, même quand il n'avait pas fait ses devoirs, et encore moins sur le terrain de sport, où savoir parler ne vous menait à rien et pouvait même vous faire disqualifier si vous discutiez trop.
Mais quand le débat s'échauffait, Georges se mettait à bégayer, et plus il se passionnait, plus il bégayait. Dès qu'il tenait son adversaire, un blocage se produisait au niveau des centres moteurs de la parole, et il restait là, sans pouvoir prononcer un seul mot, jusqu'à ce que la sonnerie mit fin au débat. C'était pénible à voir. Je pense qu'il faut dire que les faits cités par M. Dorsky sont rendus caducs par la récente décision de la Cour. Et la sonnerie tintait, et Georges se tournait vers Jack, assis près du chronomètre, et le fixait d'un regard haineux. Dans ces moments-là, son visage devenait cramoisi, et dans son agitation, sa main se crispait, froissant les notes qu'elle tenait. Jack avait gardé Georges dans l'équipe bien après s'être débarrassé de tous les autres poids morts. Contre toute raison, il avait espéré que ça finirait par s'arranger. Il se souvint de l'altercation qui avait eu lieu à peu près une semaine avant que Georges ne fût éliminé de l'équipe. Georges était resté après le départ des autres et avait pris Jack à partie. « Vous avez déclenché le chronomètre en avance !» Jack leva les yeux des papiers qu'il rangeait dans sa sacoche. « Que voulez-vous dire, Georges ? Je n'ai pas eu mes 5 minutes. Vous l'avez déclenché en avance. J'ai regardé la pendule. Le chronomètre et la pendule ne sont peut-être pas parfaitement synchronisés, mais je n'ai pas touché au chronomètre, parole d'honneur. Si, vous l'avez fait. » L'agressivité de Georges, son air d'innocence offensée, avait fini par exaspérer Jack. Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas touché à l'alcool, 2 mois de trop, et il avait les nerfs à vif. Il fit un dernier effort pour se maîtriser. « Je vous assure que je n'ai pas touché au chronomètre, Georges. Le problème, c'est que vous bégayez. Avez-vous une idée de ce qui peut causer cette infirmité ? Vous ne bégayez pas en classe. »« Je ne bégaye pas ?»« Mais ne criez pas. Vous voulez ma peau. Vous ne me voulez pas dans votre équipe. Je vous répète de ne pas crier. On peut discuter de ça calmement. Mais je me fous de vos boniments. Georges, si vous pouvez maîtriser votre bégaiement, je serai enchanté de vous garder. Vous préparez bien vos dossiers, et vous êtes rarement pris au dépourvu. Mais tout cela ne sert pas à grand-chose si vous n'arrivez pas à parler. Je n'ai jamais bégayé de ma vie, s'écria-t-il. C'est vous. Si quelqu'un d'autre était chargé de l'équipe, je pourrais... Jacques sentait la moutarde qui lui montait au nez. Georges, vous ne pourrez jamais devenir avocat tant que vous bégayerez comme ça. Le droit, ce n'est pas le rugby. Il ne suffit pas de vous entraîner 2 heures par jour pour vous débarrasser de ce handicap. Que ferez-vous quand il vous faudra prendre la parole devant le conseil d'administration ? Allez-vous leur dire « Maintenant, messieurs, examinons cette plainte ?» Il rougit tout à coup, non de colère, mais de honte devant sa propre cruauté. Ce n'était pas un homme qu'il avait devant lui, mais un gosse de 17 ans qui affrontait le premier échec de sa vie, et qui, en le provoquant, cherchait peut-être d'une façon détournée à obtenir son aide. Georges lui lança un dernier regard furieux, la bouche tordue par des paroles qu'il retenait à grand-peine et qui finirent par éclater. « Vous l'avez déclenché en avance. Vous me détestez parce que vous savez que je sais. » Il poussa un cri inarticulé et quitta brusquement la salle de classe, claquant derrière lui la porte dont les vitres tremblèrent. Malgré la honte qu'il éprouvait à s'être moqué du bégaiement de Georges, Jack ne pouvait s'empêcher de jubiler à la pensée que pour la première fois de sa vie, George Hatfield n'avait pas pu obtenir ce qu'il désirait. Pour la première fois de sa vie, il avait rencontré un obstacle que tout l'argent de papa ne lui permettrait pas de franchir. Mais sa jubilation, rapidement submergée par la honte, fut de courte durée, et il se retrouva dans le même état d'esprit que lorsqu'il avait cassé le bras de Danny. « Oh mon Dieu, faites que je ne sois pas un salaud, je vous en supplie. » Cette joie malsaine qu'il avait ressentie devant la débandade de Georges était certainement plus caractéristique du personnage de Denker dans la pièce que de Jack Torrance, dramaturge. « Vous me détestez parce que vous savez que je sais. » Parce qu'il savait quoi ? Que pouvait-il savoir de George Hatfield qui peut le lui faire détester ? Qu'il avait la vie entière devant lui ? Qu'il ressemblait un peu à Robert Redford et que les films s'arrêtaient de parler quand du plongeoir de la piscine il exécutait un double saut de carpe ? Qu'il jouait au rugby et au baseball avec une grâce innée ? C'était ridicule, totalement absurde. Il ne lui enviait rien. En fait, il était encore plus navré du bégaiement de George que George lui-même, parce que George aurait réellement fait un excellent débatteur. Et si Jack avait déclenché son chronomètre en avance, ce qu'il n'avait pas fait évidemment, cela aurait plutôt été pour couper court au spectacle de son humiliation, aussi insupportable que celle de l'orateur qui, à la distribution des prix, a un trou de mémoire, et au sentiment de gêne qu'elle provoquait. Oui, s'il avait déclenché le chronomètre en avance, c'était uniquement pour épargner à George d'inutiles souffrances.
Mais il ne l'avait pas fait, il en était quasiment certain. Une semaine plus tard, quand Jack avait éliminé George de l'équipe, il avait su rester maître de lui-même. Les cris, les menaces étaient venus de George. Quelques jours après, pendant que l'équipe s'entraînait, Jack était allé au parking chercher des recueils de textes qu'il avait laissés dans le coffre de la Volkswagen. Et il avait trouvé George, un genou à terre, ses longs cheveux blonds flottant devant son visage, un couteau de chasse à la main. Il était en train de taillader le pneu avant droit de la Volkswagen. Les pneus arrière étaient déjà lacérés, et la coccinelle était assise sur son arrière-train, comme un petit chien fatigué. Jack avait vu rouge, mais il ne se souvenait pas très bien de l'empoignade qui avait suivi. Il avait dit dans un grognement rauque « Très bien, George, si c'est ça que vous cherchez, vous allez être servi. » Il se rappelait l'expression de surprise sur le visage de George, et son regard plein d'appréhension. Il avait commencé « Monsieur Torrance !» comme s'il voulait prouver que tout cela n'était qu'une erreur, que les pneus étaient déjà à plat quand il était arrivé, et qu'avec ce couteau qui s'était trouvé par hasard dans sa poche, il ne faisait que nettoyer la terre qui s'était prise dans les rainures. Jack avait foncé, les poings levés devant lui et un sourire aux lèvres, c'est du moins ce qu'il lui semblait. Son dernier souvenir, c'était George brandissant son canif et le menaçant. « Ne vous approchez pas davantage, sinon gare à vous !» Ensuite, il ne se souvenait de rien, jusqu'au moment où Miss Strong, le professeur de français, lui avait saisi le bras. Elle pleurait, criant « Arrêtez, Jack, arrêtez, vous allez le tuer !» Il avait regardé autour de lui d'un air hébété. Le canif gisait innocemment sur le macadam du parking, à une dizaine de mètres. La Volkswagen, pauvre vieux taco qui avait survécu à tant de beuveries nocturnes, à tant de courses folles, était toujours assise sur ses 3 pattes cassées. Il y avait un nouveau coup au pare-choc, et au milieu une tache rouge, de peinture ou de sang. Pendant un moment, tout s'était embrouillé dans sa tête. « Nom de Dieu, Hal, nous l'avons touché !» Puis il aperçut George, étendu sur le macadam. Il avait l'air sonné et clignait des yeux. Tous les membres de l'équipe de débatteurs étaient sortis. Blotti près de la porte, il gardait les yeux rivés sur George. Une blessure au cuir chevelu, probablement sans gravité, lui avait ensanglanté le visage, mais le filet qui s'écoulait d'une oreille indiquait sans doute un traumatisme crânien. Quand George essaya de se relever, Jack se libéra de l'emprise de Mrs. Strong et se dirigea vers lui. George eut un mouvement de recul. Jack posa ses mains sur la poitrine de George et le poussa en arrière. « Restez couché, dit-il. N'essayez pas de bouger. » Il se tourna vers Miss Strong, qui les regardait tous deux d'un air horrifié. « Miss Strong, allez chercher le médecin du collège, s'il vous plaît, » lui dit-il. Elle fit demi-tour et partit en courant vers le secrétariat. Il regarda les membres de l'équipe de débatteurs droit dans les yeux. Il avait repris la barre, il était redevenu lui-même, et quand il était lui-même, il n'y avait pas de plus chic type dans tout le Vermont. Ses élèves le savaient bien, il en était sûr. « Vous pouvez rentrer chez vous, leur avait-il dit posément. Nous nous réunirons de nouveau demain. » Mais ses 2 meilleurs débatteurs et 4 autres membres de l'équipe avaient donné leur démission. À ce moment-là, ça n'avait d'ailleurs plus beaucoup d'importance, puisqu'on l'avait informé qu'il allait être obligé de démissionner lui aussi. Pourtant, dans cette épreuve, il avait résisté à la tentation de boire, ce qui représentait après tout une sorte de victoire. Il n'avait pas éprouvé de haine à l'égard de George Hatfield, il en était sûr. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait malgré lui. 2 guêpes léthargiques se traînaient sur le toit, à côté du trou béant entre les lattes. Il les regardait déployer leurs ailes, ces ailes qui étaient la négation même de tous les principes de l'aérodynamique et qui pourtant fonctionnaient si bien. Elles s'envolèrent lourdement dans la lumière du soleil d'octobre, peut-être pour aller piquer quelqu'un d'autre. Le bon Dieu avait cru bon de leur donner des dards, et Jack supposait qu'il leur fallait s'en servir. Combien de temps était-il resté là, assis, à contempler ce trou qui lui avait réservé une si mauvaise surprise, et à ressasser de vieilles histoires? Il regarda sa montre, ça faisait presque une demi-heure. Il se laissa glisser sur la pente jusqu'au bord du toit, passa une jambe par-dessus la gouttière et chercha du pied le premier barreau de l'échelle, juste en dessous du surplomb. Il allait descendre à la remise où il avait rangé la bombe insecticide sur un rayon assez haut pour que Danny ne pût l'atteindre. Il la prendrait, remonterait et ferait aux guêpes une bonne surprise. On pouvait se faire piquer, mais on pouvait aussi rendre l'appareil, chacun son tour. Ça, il le croyait vraiment. Dans 2 heures, le nid ne serait plus qu'une boule de papier mâché vide que Danny pourrait conserver dans sa chambre, s'il le désirait. Jack en avait gardé un chez lui quand il était gosse, un nid qui avait toujours vaguement senti la fumée de bois et l'essence. Danny pourrait le mettre à la tête de son lit, il n'y aurait plus aucun risque. Je me sens mieux. Il n'avait pas eu l'intention de parler tout haut, mais le son de sa propre voix, si confiante dans le silence de l'après-midi, le rassura. Effectivement, il allait mieux. Il se sentait capable désormais de mener sa barque, de neutraliser la force qui avait failli le rendre fou,
et de la considérer avec détachement, comme un phénomène curieux, sans plus. Et s'il y avait un endroit au monde où sa guérison fût possible, c'était bien ici. Il descendit l'échelle pour aller chercher la bombe. Elle paierait cher, ces sales guêpes, pour l'avoir piquée. Chapitre 15. Dans la cour. Jack avait déniché, au fond de la remise, un énorme fauteuil en osier peint en blanc, et contre les objections de Wendy, qui disait n'avoir jamais rien vu d'aussi laid, il l'avait mis sur le porche. Il y était à présent confortablement installé et savourait la lecture de Vivre d'amour et d'eau fraîche de Dr. O, quand la camionnette, brinque-ballante, conduite par sa femme avec Danny à ses côtés, s'engagea dans l'allée de l'hôtel. Wendy se gara au parking, donna un coup d'accélérateur, puis coupa le contact. L'unique feu arrière s'éteignit, mais le moteur continua de hoqueter quelques instants encore avant de se taire. Jack se leva de son fauteuil et se dirigea vers eux d'un pas nonchalant. « Salut, pas !» cria Danny en s'élançant vers son père. Il tenait une boîte à la main. « Regarde ce que maman m'a acheté !» Jack souleva son fils, lui fit faire 2 tours en l'air et lui donna une grosse bise sur la joue. « Jack Torrance, je présume, le jeune O'Neill de sa génération, le Shakespeare américain ?» s'écria Wendy, tout sourire. « Quelle chance de vous rencontrer ici, dans ces montagnes perdues !»« Oh, chère madame, la médiocrité des hommes a fini par me faire fuir, dit-il en la prenant dans ses bras et en l'embrassant. Vous avez fait bon voyage ? Oui, très bon. Danny se plaint d'avoir été secoué, mais la camionnette n'a pas calé une seule fois. Et, oh, Jack, tu as fini ? Suivant le regard de sa mère, Danny vit qu'elle regardait le toit. Quand il aperçut la large bande vert clair de bardeaux neufs sur l'aile ouest du toit, son visage s'assombrit un instant, mais s'éclaircit de nouveau, dès qu'il se rappela la boîte qu'il tenait dans sa main. « Regarde, papa, regarde !» Jack prit la boîte que son fils lui tendait. C'était une voiture miniature de Big Daddy Roth. Danny avait toujours raffolé de ces maquettes fantaisistes. Celle-ci s'appelait la Ford Volkswagen Violette, et l'image sur la boîte montrait une énorme Volkswagen Violette avec feu arrière en queue de poisson, genre Cadillac, lancée à fond de train sur une piste en terre. Elle était pilotée par un monstre portant une énorme casquette de course, visière à l'arrière. Il serrait le volant dans ses mains griffues, et sa tête couverte de verrues, aux yeux exorbités, injectés de sang, et la bouche fendue d'un rire dément, sortait par le toit ouvrant. Wendy lança à Jack un sourire entendu, et Jack lui fit un clin d'œil. « Ce que j'apprécie chez toi, prof, dit Jack en rendant la boîte à Danny, c'est ton attirance pour tout ce qui est intellectuel. Tu es le vrai fils de ton père. Maman a dit que tu m'aideras à la monter dès que j'aurai fini mon premier livre de lecture. Ça veut dire à la fin de la semaine, répondit Jack. Et que cachez-vous encore dans cette belle camionnette, chère madame? Oh, pas question, mon vieux. Elle lui saisit le bras et le fit reculer. Tu ne regarderas pas. Il y a quelques affaires pour toi là-dedans, mais Danny et moi, nous nous chargeons de tout rentrer. Toi, tu peux prendre le lait. Il est par terre dans la cabine. Ah, voilà tout ce que je suis pour vous, s'écria Jack, se prenant le front entre les mains. Un cheval de charge, une bête de somme, rien de plus. Porte-moi ci, porte-moi ça. Voilà tout ce que j'entends. Pouvez-vous commencer par me monter ce lait jusqu'à la cuisine, cher monsieur? Oh, c'en est trop, s'écria-t-il, en se jetant par terre, tandis que Danny le regardait faire en se tordant de rire. Lève-toi, vieille bête, dit Wendy en lui chatouillant les côtes du bout de son pied. Tu vois, dit-il à Danny, elle m'a appelé vieille bête. Je te prends à témoin. Je suis témoin, s'écria Danny, qui, ivre de joie, sauta par-dessus son père, étendu par terre. Jack s'assit. Ça me rappelle, fiston, que moi aussi j'ai quelque chose pour toi. C'est sur le porche, à côté du fauteuil. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens pas. Va voir. Jack s'était remis debout, et Wendy et lui, côte à côte, regardèrent Danny traverser la pelouse en courant, puis grimper 2 à 2 les marches du porche. Jack passa un bras autour de la taille de sa femme. « Alors, princesse, tu es heureuse ?» Elle se tourna vers lui et le regarda droit dans les yeux. Il vit qu'elle ne plaisantait plus. « Je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que nous sommes mariés. »« C'est vrai ?»« Oui, c'est vrai. » Il la serra dans ses bras. « Je t'aime. » Émue, elle lui rendit son étreinte. Jack Torrance n'avait jamais été prodigue de ces mots-là. Il aurait pu compter sur les 10 doigts de sa main le nombre de fois qu'il les avait prononcés, avant et après leur mariage. « Moi aussi, je t'aime. »« Maman, maman !» criait Danny d'une voix perçante du haut du porche. Il était au comble de l'excitation. « Viens voir! Ah, ce que c'est chouette !»« Qu'est-ce que c'est ?» lui demanda Wendy, tandis qu'il quittait le parking, la main dans la main. « Oh, zut, j'ai complètement oublié, dit Jack. »« Oh, à d'autres, dit-elle en lui donnant un coup de coude dans les côtes. Je ne me laisserai pas prendre. »« Oh, c'est ce que nous verrons ce soir, répliqua-t-il. Et elle rit. Quelques instants après, il lui demanda « Crois-tu que Danny est heureux ?»« Tu devrais le savoir mieux que moi. C'est toi qui passes des heures à bavarder avec lui tous les soirs avant qu'il n'aille au lit. »« Oui, mais d'habitude nous parlons de ce qu'il fera quand il sera grand ou de l'existence du Père Noël.
Il ne m'a presque rien dit sur l'Overlook. À moi non plus, dit-elle. Il montait les marches de l'escalier. Il ne parle pas beaucoup, et je crois qu'il a maigri, oui, j'en suis presque certaine, Jack. Mais non, il grandit, tout simplement. Danny leur tournait le dos, et Wendy ne pouvait pas voir ce qu'il examinait sur la table à côté du fauteuil de Jack. Il commence à chipoter avec sa nourriture. Tu te souviens du coup de fourchette qu'il avait? À partir d'un certain âge, il mange moins, dit-il d'un air absent. Je pense avoir lu ça dans Spock. À 7 ans, ce sera de nouveau un gouffre. Il s'était arrêté sur la dernière marche. Il a terriblement envie d'apprendre à lire, dit-elle. Je sais qu'il veut nous faire plaisir, ou plutôt qu'il veut te faire plaisir à toi, ajouta-t-elle à contre-cœur. Il veut surtout se faire plaisir à lui-même, dit Jack. Je ne le pousse pas. En fait, je préférerais qu'il ne force pas tant. Me trouverais-tu ridicule si je prenais rendez-vous pour qu'on lui fasse un check-up demanda-t-elle. Il y a un généraliste à Silwinder, un jeune, d'après ce que m'a dit la caissière du supermarché. T'inquiète en voyant s'approcher l'hiver dit Jack. Elle haussa les épaules. Oui, sans doute. Mais si tu trouves que c'est idiot... Non, non, pas du tout. Tu n'as qu'à prendre rendez-vous pour nous tous. Comme ça, nous aurons nos certificats de bonne santé et nous pourrons dormir sur nos 2 oreilles. Je prendrai rendez-vous dès cet après-midi, dit-elle. Maman, regarde, maman. Danny arriva en courant, tenant dans ses mains un gros objet gris que Wendy, par une méprise tragicomique, prit d'abord pour un cerveau humain. Quand elle comprit ce que c'était, elle eut un mouvement de recul. Jack lui passa un bras autour des épaules. N'aie pas peur, toutes celles qui ne se sont pas envolées ont été tuées par une bombe insecticide. Elle regarda le gros nid de guêpe que tenait son fils, mais refusa de le toucher. Tu es sûr qu'il n'y a aucun danger? Absolument sûr. J'en avais un dans ma chambre quand j'étais gosse. C'est mon père qui me l'avait donné. Veux-tu le mettre dans ta chambre, Danny? Ah oui, tout de suite. Il fit demi-tour et se précipita vers la porte d'entrée à double battant. Ils purent entendre le bruit étouffé de ses pas dans l'escalier. C'est vrai qu'il y avait des guêpes là-haut demanda-t-elle. Tu ne t'es pas fait piquer? Si, justement. Regarde comme j'ai bien mérité de la patrie, dit-il en lui montrant son doigt qui avait commencé à désenfler déjà. Elle le cajola avec des roucoulements tendres et posa sur le doigt blessé un petit baiser. Est-ce que tu as retiré le dard? Les guêpes ne laissent pas de dard. À la différence des abeilles, qui ont le dard fourchu, les guêpes ont le dard lisse, ce qui explique pourquoi elles sont si dangereuses. Elles peuvent piquer plusieurs fois de suite. Et Jack, es-tu sûr que ce nid ne présente aucun risque pour Danny? Oui, j'ai suivi toutes les instructions inscrites sur la bombe. On garantit que ce produit tue tout insecte dans un délai de 2 heures et qu'ensuite il se dissipe sans laisser de résidus. Je les déteste, dit-elle. Quoi, les guêpes? Oh, toutes ces bêtes qui piquent. Elle croisa les bras sur sa poitrine et se prit les coudes dans ses mains. Moi aussi, dit-il, en la serrant dans ses bras. Chapitre 16. Danny. Dans sa chambre au fond du couloir, Wendy pouvait entendre la machine à écrire de Jack crépiter 30 secondes, se taire 2 ou 3 minutes, puis reprendre son crépitement. C'était comme si, tapie au fond d'une tranchée, elle écoutait des rafales de mitraillettes. Mais pour elle, c'était une véritable musique. Depuis la 2e année de leur mariage, celle où Jack avait écrit la nouvelle achetée par Esquire, il n'avait plus travaillé avec cette régularité-là. Il lui avait dit qu'il pensait terminer la pièce pour la fin de l'année et qu'il comptait ensuite entreprendre autre chose. Mais le simple fait qu'il se soit remis à écrire avait suffi à faire renaître l'espoir. Non pas qu'elle s'imaginât que cette pièce allait leur apporter gloire ou fortune, mais il lui semblait qu'en l'écrivant, son mari refermait peu à peu la porte sur un passé plein de monstres. Depuis longtemps, il pesait de toutes ses forces contre cette porte et elle paraissait enfin céder. Chaque touche frappée la refermait encore un peu plus. « Regarde, Dick, regarde !» Danny se penchait sur le premier des 5 livres de lecture pour débutants que Jack, à force de fouiner à Boulder chez les marchands de livres d'occasion, avait réussi à dénicher. Ces livres mettraient Danny au niveau du cours élémentaire de première année. C'était, selon Wendy, un programme beaucoup trop ambitieux, et elle l'avait dit à Jack. Leur fils était intelligent, il le savait, mais ce n'était pas une raison pour le pousser trop vite. Jack était d'accord là-dessus, mais si Danny avançait vite, il ne voulait pas se trouver pris au dépourvu, et elle se demandait si Jack n'avait pas eu raison, une fois de plus. Danny, mûri par 4 ans de Sesame Street et 3 d'Electronic Company à la télé, apprenait à une vitesse vertigineuse, voire inquiétante, de la vie de Wendy. Le planeur en balsa et le poste à galène, posés sur le rayonnage au-dessus de sa tête, montaient la garde, tandis qu'il se penchait sur ses petits livres aux récits anodins. On aurait dit qu'apprendre à lire était pour lui une question de vie ou de mort. À la lumière chaude et intime de la lampe tulipe qu'ils avaient installée dans sa chambre, son visage lui parut pâle et ses traits tirés. « Regarde Jip courir !»
lut Danny lentement. Cours, Jip, cours, cours, cours. Il s'arrêta, abaissant son doigt à la ligne suivante. Regarde là. Il se pencha encore plus près de la page qu'il touchait presque de son nez à présent. Regarde là. Pas si près, prof, dit Wendy doucement. Tu vas te faire mal aux yeux. C'est... Non, ne me le dis pas, s'écria-t-il en se redressant brusquement. Sa voix était chargée d'émotion. Ne me le dis pas, maman, j'y arriverai. D'accord, chérie, dit-elle. Mais ne te mets pas dans des états pareils, ça ne vaut vraiment pas la peine. Sans prêter la moindre attention à ce que lui disait sa mère, Danny se penchait toujours sur son livre. Il n'aurait pas été plus tendu s'il avait été en train de passer un concours d'agrégation. Et Wendy trouvait cela de plus en plus inquiétant. Regarde là, bœuf. Oh, elle. Regarde la bœuf à elle. Regarde la bœuf à elle. Balle. Son exaltation triomphante avait quelque chose d'effrayant. Regarde la balle. C'est juste, dit Wendy. Chérie, je crois que ça suffit pour ce soir. Oh non, 1 ou 2 pages encore. Maman, je t'en supplie. Non, prof. Elle regarda le petit livre à couverture rouge d'un air décidé. C'est l'heure d'aller se coucher. S'il te plaît. N'insiste pas, Danny. Maman est fatiguée. Ok. Mais il n'arriva pas à détacher ses yeux du livre. Va embrasser ton père et ensuite tu iras te laver. N'oublie pas de te brosser les dents. Oui. Il s'en alla, emmitouflé des pieds jusqu'au cou dans son pyjama combinaison de flanelle, dont le devant s'agrémentait d'une image de ballon de rugby qui arborait à l'envers l'inscription New England Patriots. La machine à écrire marqua un temps d'arrêt, et elle entendit le baiser de Danny. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, prof. Tu as bien travaillé? Oui, pas trop mal. Mais maman m'a arrêté. Maman a eu raison. Il est plus de 8h30. Tu vas te laver? Ouais. Ah, bonne idée. Parce qu'il y a de la pomme de terre qui commence à te pousser dans les oreilles. Et de l'oignon, des carottes, de la ciboulette. Le rire de Danny s'éloigna, puis s'interrompit brusquement, coupé par le déclic du verrou de la porte de la salle de bain. Danny avait toujours considéré que ce qu'il faisait à la salle de bain ne concernait que lui, alors qu'avec Jack et Wendy, ça se passait à la bonne franquette. C'était encore un de ces nombreux signes qui montraient que Danny n'était ni une copie conforme de l'un de ses parents, ni un mélange des deux, mais un être humain entièrement neuf. Wendy s'en attristait quelquefois. Son enfant deviendrait un jour un étranger pour elle, comme elle en serait une pour lui. De nouvelles rafales de machines à écrire retentirent. L'eau coulait toujours dans la salle de bain, et elle se leva pour aller voir si tout allait bien. Perdu dans le monde qu'il inventait, Jack ne leva pas les yeux. Cigarette au bec, il fixait sa machine d'un regard absent. Elle frappa doucement à la porte fermée de la salle de bain. « Ça va, prof? Tu ne t'es pas endormi ?» Pas de réponse. « Danny ?» Pas de réponse. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. « Danny !» Elle était inquiète à présent. L'absence de tout bruit, hormis celui de l'eau qui coulait, lui paraissait suspecte. « Danny, ouvre la porte, mon lapin !» Toujours pas de réponse. « Danny !»« Nom de Dieu, Wendy, comment veux-tu que je réfléchisse si tu continues de cogner sur cette porte ?»« Mais Danny s'est enfermé dans la salle de bain et il ne répond pas. » Jack quitta son bureau, l'air mécontent. Il frappa violemment à la porte. « Ouvre, Danny, ce n'est pas drôle. » Pas de réponse. Jack frappa encore plus fort. « M'en finit la rigolade. Quand c'est l'heure de se coucher, il faut se coucher. Si tu n'ouvres pas, c'est la fessée. » Il va s'emporter, pensa-t-elle de plus en plus effrayée. Depuis le fameux soir d'il y a 2 ans, Jack n'avait plus touché à Danny, mais à présent il paraissait suffisamment en colère pour le faire. « Danny, chérie !» reprit-elle. Pas de réponse. Rien que l'eau qui continuait de couler. « Danny, si tu m'obliges à casser cette serrure, je te promets que tu passeras la nuit couché sur le ventre, menaça Jack. Toujours rien. Enfonce-la, dit-elle. Elle avait soudain du mal à parler. Vite, ajouta-t-elle. Il leva son pied et l'abattit contre la porte de toutes ses forces, à droite de la poignée. La serrure, de mauvaise qualité, céda au premier coup. La porte s'ouvrit et, vibrant sous le choc, rebondit contre le carrelage du mur de la salle de bain. « Danny !» cria-t-elle. L'eau coulait à toute force dans le lavabo. Le tube de dentifrice Crest, décapuchonné, était posé sur leur bord. À l'autre bout de la pièce, assis sur le rebord de la baignoire, Danny, la bouche cernée d'une épaisse mousse dentifrice, tenait mollement sa brosse à dents dans sa main gauche et fixait d'un regard vide le miroir de l'armoire de toilette. L'expression d'horreur qui se lisait sur son visage était si violente que Wendy crut tout d'abord qu'il avait eu une attaque d'épilepsie et qu'il avait avalé sa langue. « Danny !» Danny ne répondit pas.
Il ne montait de sa gorge que des grognements gutturaux. Jack écarta Wendy si brutalement qu'elle heurta le porte-serviette. Il s'agenouilla devant son fils. « Danny !» dit-il. « Danny, Danny !» Il claqua ses doigts devant les yeux vides de Danny. « Ah, ah oui, oui, dit Danny. C'est un match de tournoi, un coup et vlan. »« Danny ?»« Rock !» La voix de Danny était devenue grave. C'était presque celle d'un homme. « Rock, le coup tombe. On peut se servir des deux bouts d'un maillet de Rock. »« Hé, Jack, qu'est-ce qu'il a ?» demanda Wendy. Jack saisit l'enfant par les coudes et le secoua très fort. La tête de Danny roula mollement vers l'arrière, puis rebondit brusquement vers l'avant, comme un ballon attaché à une baguette. « Rock ! Et vlan ! Trop mal !» Jack le secoua de nouveau, et soudain le regard de Danny s'éclaircit. La brosse à dents glissa de sa main et tomba sur le carrelage avec un bruit sec. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, regardant autour de lui. Il vit son père agenouillé devant lui et Wendy debout contre le mur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Danny de nouveau, dans un affolement croissant. « Qu'est-ce que... » « Arrête de bégayer !» lui cria Jack au visage. Terrifié, Danny se mit à hurler. Son corps se raidit et se débattant pour se libérer de l'étreinte de son père, il finit par éclater en sanglots. Bouleversé, Jack l'attira vers lui. « Oh, mon petit, je suis désolé, prof. S'il te plaît, ne pleure pas. Je te demande pardon. Mais calme-toi. » L'eau n'arrêtait pas de couler dans le lavabo, et Wendy eut tout à coup le sentiment qu'elle revivait l'affreux cauchemar d'il y a 2 ans, lorsque son mari ivre avait cassé le bras de son fils, puis pleurnichait sur lui de la même façon, avec les mêmes mots. « Oh, mon petit, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé, prof. Arrête, je t'en prie, je te demande pardon. » Elle se précipita vers eux et arracha Danny des bras de Jack sans prêter attention au regard furieux qu'il lui décocha et auquel elle aurait toujours le temps de penser plus tard. Danny lui passa les bras autour du cou et, suivie par Jack, elle l'emporta dans sa petite chambre. Assise sur son lit, elle le berça longuement, tâchant de le calmer avec un babil incohérent qu'elle répétait inlassablement. Elle leva les yeux sur Jack, mais ne put lire dans son regard autre chose que de l'inquiétude. Il haussa les sourcils en guise d'interrogation, et pour toute réponse, elle secoua faiblement la tête. « Danny, dit-elle. Danny, Danny, Danny. Ça va, prof, tout va bien. » Elle réussit enfin à l'apaiser. Il ne tremblait presque plus dans ses bras. Ce fut pourtant à Jack qui s'était assis à côté d'eux sur le lit qu'il parla le premier, et la vieille blessure se rouvrit. C'est lui le premier, il a toujours été le premier. Jack l'avait rudoyé, elle l'avait consolé, mais c'était pourtant à son père que Danny dit « Je te demande pardon, papa, si j'ai fait quelque chose de mal. »« Mais il n'y a rien à te pardonner, prof. » Jack lui ébouriffa les cheveux. « Mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans ?» Danny secoua lentement la tête, d'un air hébété. « Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu m'as dit de ne pas bégayer, papa ? Je ne bégaye pas ?»« Mais bien sûr que non, répondit Jack avec une hâte qui glaça le cœur de Wendy. Jack semblait avoir peur, comme s'il venait d'apercevoir un fantôme. « C'est à cause du chronomètre ?» murmura Danny. « Quoi ?» Jack se pencha en avant et Danny tressaillit dans les bras de sa mère. « Jack, tu lui as fait peur !» dit-elle d'une voix altérée, perçante et accusatrice. Elle se rendit compte tout à coup qu'ils avaient tous peur. Mais peur de quoi ? « Je ne sais pas, disait Danny à son père. « Mais qu'est-ce que j'ai dit, papa ?»« Rien, marmonna Jack. Il tira son mouchoir de sa poche arrière et s'en essuya la bouche. Le temps d'un éclair, Wendy eut de nouveau l'impression de revivre le passé. Elle se souvenait bien de ce geste-là. C'était sa manie du temps où il buvait. « Danny, pourquoi est-ce que tu as fermé la porte à clé ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?»« C'est Tony, dit-il. C'est Tony qui m'a dit de le faire. » Ils échangèrent un regard d'intelligence au-dessus de sa tête. « Est-ce que Tony t'a dit pourquoi, mon petit ?» demanda Jack doucement. « Je me brossais les dents et je pensais à ma leçon de lecture. Je réfléchissais très fort. Et alors j'ai vu Tony au fond du miroir. Il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose. »« Tu veux dire qu'il se trouvait derrière toi ?» demanda Wendy. « Non, il était dans le miroir. » Danny insista sur ce point. « Au fond du miroir. Ensuite, j'ai traversé le miroir. Après, je ne me souviens de rien, jusqu'au moment où papa m'a secoué et que j'ai cru encore avoir fait quelque chose de mal. » Jack sursauta comme si on l'avait giflé. « Mais non, prof, dit-il d'une voix éteinte. »« Et Tony t'a dit de fermer la porte à clé ?» demanda Wendy en lui caressant les cheveux. « Oui. »« Et que voulait-il te montrer ?» Danny se raidit brusquement dans ses bras, les muscles tendus comme les cordes d'un piano. « Je ne m'en souviens pas, dit-il, pris de panique. « Ne me le demande pas, je ne me souviens de rien. »« Chut,
dit Wendy anxieuse, et elle se mit à le bercer de nouveau. Ça ne fait rien, si tu ne t'en souviens pas, mon lapin, ne t'en fais pas. Danny finit par se détendre un peu. Veux-tu que je reste un moment avec toi, que je te lise une histoire? Non, mais laisse la lampe de nuit allumée. Il regarda timidement son père. Papa, tu veux bien rester un peu, juste une minute? Bien sûr, prof. Wendy soupira. Je serai au salon, Jack. Entendu. Elle se leva, regarda Danny se glisser sous les couvertures. Il paraissait très petit. Tu es sûr que ça va, Danny? Oui, ça va. N'oublie pas d'allumer mon Snoopy, maman. Oui, oui, d'accord. Elle alluma la lampe de chevet sur laquelle on voyait Snoopy dormant sur le toit de sa niche. Danny n'avait jamais éprouvé le besoin d'avoir une lampe de chevet avant de venir à l'Overlook, mais dès leur installation ici, il en avait demandé une. Elle hésita un instant, puis les quitta sans faire de bruit. Tu as sommeil? Lui demanda Jack, tout en écartant les cheveux de son front. Ouais. Tu veux boire? Non. Pendant 5 minutes, ce fut le silence. Jack avait toujours la main posée sur la tête de Danny. Pensant que Danny avait fini par s'endormir, il était sur le point de se lever quand l'enfant, luttant encore contre le sommeil, se mit à parler. Rock. Jack se retourna, épouvanté. Danny? Tu ne feras pas de mal à maman, n'est-ce pas, papa? Ben non. Ni à moi. Mais bien sûr que non. De nouveau, le silence les enveloppa. Papa? Quoi? Tony est venu me parler du jeu de rock. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Me souviens plus très bien. Sauf qu'il disait que la partie se divise en tours de batte, comme le baseball. C'est drôle, n'est-ce pas? Oui. Le cœur de Jack battait la chamade. Comment diable un petit garçon de l'âge de Danny avait-il pu apprendre une chose pareille? Le rock se jouait effectivement en tours de batte, non pas tout à fait comme le baseball, mais plus exactement comme le cricket. Papa? Il était presque endormi à présent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que trop mal? Trop mal? Si tu te fais piquer par une guêpe, par exemple, tu auras peut-être trop mal. Le silence revint. Hé, prof! Mais Danny s'était endormi. Sa respiration était devenue profonde et régulière. Jack resta là un moment à le regarder, et une vague d'amour le souleva comme une lame de fond. Je t'aime, Danny, chuchota-t-il. Dieu sait combien je t'aime. Il quitta la chambre. Il s'était laissé emporter de nouveau, pas beaucoup, mais assez pour se dégoûter lui-même et pour avoir peur. S'il buvait un verre, le sentiment de sa propre indignité disparaîtrait. Rien qu'un petit verre, il ne sentirait plus rien. C'est à cause du chronomètre? Il ne souffrirait plus du tout. Il n'y avait pas d'erreur possible. C'étaient bien ces mots-là que Danny avait prononcés. Ils retentissaient encore dans ses oreilles. Jack s'arrêta un instant dans le couloir, jeta un regard en arrière, et avec son mouchoir s'essuya machinalement les lèvres. Leurs formes n'étaient plus que des silhouettes sombres à peine visibles dans la lueur de la veilleuse. Wendy, ne portant que sa culotte, s'approcha du lit de Danny et le reborda, car il avait rejeté les couvertures. Jack, debout dans l'embrasure de la porte, la regardait toucher le front de l'enfant de l'intérieur de son poignet. « A-t-il de la fièvre ?»« Non. » Elle lui embrassa la joue. « Heureusement que tu as pris rendez-vous avec le médecin, dit-il lorsqu'elle le rejoignit à la porte. Est-ce que tu crois que ce type connaît son métier? La caissière m'a dit qu'il était très bien, c'est tout ce que je sais. Si Danny a quelque chose, vous irez tous les deux chez ta mère, Wendy. Oh non, pas question. Je sais, dit-il, l'enlaçant de son bras, je sais ce que tu ressens. Non, tu ne peux pas savoir ce que je ressens à son égard. Wendy, c'est le seul endroit où je puisse vous envoyer, tu le sais très bien. Mais si tu venais avec nous... Ah non, sans ce poste, nous sommes foutus, dit-il simplement, tu le sais. Sa silhouette fit oui de la tête. Elle le savait, en effet. Quand je suis allé voir Ullman, j'ai cru qu'il me racontait des histoires pour m'impressionner. Mais je commence à avoir des doutes. Peut-être que j'ai eu tort de vous amener ici avec moi, à 50 kilomètres de tout lieu habité. Je t'aime, dit-elle, et Danny t'aime encore davantage si c'est possible, et il aura le cœur brisé si tu nous renvoies. Oh, ne le prends pas comme ça. Si le docteur dit qu'il y a quelque chose d'anormal, je chercherai du travail à Sidwinder, dit-elle. Si je ne trouve rien à Sidwinder, Danny et moi, nous irons à Boulder. Je ne peux pas retourner chez ma mère, Jack, pas dans ces conditions-là. Ne me le demande pas. Je ne le peux pas, c'est tout. Oui, je m'en doutais bien. Allons, ne te laisse pas abattre. Ce n'est peut-être rien. Peut-être. Et le rendez-vous est à 2 heures? Oui. Laissons la porte de la chambre ouverte, Wendy. Oui, ça vaut mieux. Mais je crois qu'il ne se réveillera plus.
Il se réveilla pourtant. Boum, 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 boum. Poursuivi par ce martèlement sourd, Danny s'enfuyait dans le dédale tortueux des couloirs. Ses pieds nus faisaient murmurer la jungle bleue de nuit de la moquette. Chaque fois qu'il entendait le maillet de roc s'abattre contre le mur derrière lui, il avait envie de hurler. Mais il savait qu'il devait se retenir, car un hurlement le trahirait. Et alors, trop mal. Tu vas recevoir ta raclée, sale garnement. Celui qui criait ces menaces le cherchait. Il se rapprochait inexorablement. Danny pouvait l'entendre longer le couloir d'à côté comme un tigre dans une jungle bleue de nuit, un tigre mangeur d'hommes. « Montre-toi, petit merdeux !» S'il parvenait à regagner l'escalier ou l'ascenseur et à fuir ce 3e étage, il serait peut-être sauvé. Mais il lui fallait d'abord se rappeler ce qu'il avait oublié. Il faisait noir, et dans sa terreur, il avait perdu tout sens de l'orientation. Complètement affolé, il avait tourné à droite ou à gauche au hasard, tant il redoutait à chaque tournant de se retrouver nez à nez avec le tigre humain qui rôdait dans ce labyrinthe. Le martèlement des coups s'était encore rapproché. Les affreux cris rauques le talonnaient de près à présent. Il s'engagea dans un petit couloir qui, il le comprit trop tard, se terminait en cul-de-sac. De tous côtés, les portes verrouillées lui interdisaient la fuite. Il se trouvait alors au fond de l'aile ouest, et dehors l'orage grondait, sa voix étranglée par les bourrasques de neige. Alors il se mit à pleurer à chaudes larmes, et le cœur palpitant comme un lapin pris dans un collet, il recula contre le mur. Quand ses épaules touchèrent la tapisserie murale de soie brodée bleu ciel, ses jambes se dérobèrent sous lui et il s'écroula sur la moquette. Là, les mains posées à plat sur les lianes et les guirlandes tissées, la respiration sifflante, il attendit. Plus fort, plus près. Les rugissements du tigre s'approchaient. Il allait déboucher d'un moment à l'autre du grand couloir. C'était un tigre qui faisait tournoyer un maillet de roc, un tigre qui marchait à 2 pattes. C'était... Il se réveilla en sursaut, s'assit droit sur son séant et regarda dans le noir ses mains croisées devant son visage. C'étaient des guêpes, 3 guêpes. C'est alors qu'elles le piquèrent, enfonçant dans sa chair leurs dards tout à la fois. Les images du rêve se déchirèrent, l'inondant de leurs flots noirs, et il se mit à hurler dans la nuit. Les guêpes s'accrochaient à sa main gauche, la piquant et la repiquant sans arrêt. La lumière s'alluma. Papa était là, en caleçon, l'air mécontent, et derrière lui se trouvait maman, mal réveillée et effrayée. « Chasse-les !» hurla Danny. « Nom de Dieu !» s'écria Jack. Il avait vu. « Jack, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne lui répondit pas, mais courut vers le lit, et attrapant l'oreiller, il se mit à en frapper la main que l'enfant secouait pour en détacher les guêpes. Pendant que Jack s'acharnait sur elle, Wendy remarqua des petites formes bourdonnantes qui s'envolaient lourdement en l'air et qui ressemblaient à des insectes. « Prends une revue !» lui cria-t-il par-dessus l'épaule. « Écrase-les !»« Des guêpes ?» dit-elle d'un air détaché, comme si cette nouvelle ne la concernait pas. Puis la connexion entre son cerveau et ses émotions se rétablit et elle comprit. « Des guêpes ? Mais, Jack, tu avais dit que... »« Tais-toi et tue-les !» rugit-il. « Veux-tu faire ce que je te dis ?» L'une d'entre elles avait atterri sur le bureau de Danny. Elle prit un livre de coloriage sur sa table de travail et l'abattit sur la guêpe, qui laissa sur la couverture une tache brune et visqueuse. « Il y en a une autre sur le rideau !» cria-t-il, s'enfuyant avec Danny dans les bras. Il emporta l'enfant dans leur chambre et le coucha sur leur grand lit improvisé, du côté où dormait Wendy. « Reste ici, Danny, et ne reviens pas avant qu'on te le dise. Tu as compris ?» Le visage gonflé et strié de larmes, Danny hocha la tête. « Tu es un garçon très courageux. » Jack sortit dans le couloir et courut vers l'escalier. Il entendit derrière lui s'écraser le livre de coloriage encore 2 fois, puis sa femme pousser un cri de douleur. Sans ralentir, il dévala les marches 2 à 2 et se précipita dans le hall obscur. Traversant le bureau de la réception, il pénétra dans la cuisine sans même sentir qu'il s'était cogné la cuisse contre l'angle du bureau en chêne d'Ullman. La vaisselle du dîner était entassée dans l'égouttoir où Wendy l'avait laissée assécher. Il saisit le grand bol en pyrex qui couronnait le tout et, retraversant le bureau d'Ullman, remonta l'escalier. Essoufflée et blanche comme un linge, Wendy l'attendait dans l'embrasure de la porte de la chambre de Danny. Elle avait les yeux brillants, mais le regard éteint et ses cheveux mouillés lui collaient au cou. « Je les ai toutes eues, dit-elle d'une voix atone. « Mais il y en a une qui m'a piqué. Jack, tu avais dit qu'elles étaient toutes mortes. » Elle éclata en sanglots. Il passa à côté d'elle sans lui répondre, et, le bol en pyrex à la main, se dirigea vers le nid posé près du lit de Danny. Rien ne bougeait. Il n'y avait plus de guêpes, du moins pas à l'extérieur. Il renversa le bol sur le nid. « Voilà, dit-il, vous pouvez revenir maintenant. » Ils revinrent dans la chambre. Assis au pied du lit, Danny se tenait la main gauche et les regardait.
Les yeux creusés par toutes ses émotions, il adressa à son père un regard chargé de reproches. « Papa, tu avais dit que tu les avais toutes tuées. Ma main, elle me fait drôlement mal. »« Fais voir, prof. »« Non, non, j'y toucherai pas, je ne te ferai pas mal. Tu me la montres, c'est tout. » Il tendit sa main et Wendy poussa un gémissement. « Oh, Danny, la pauvre petite main !» Le docteur devait par la suite compter 11 piqûres. Ce qu'il voyait à présent, c'était un semis de petits trous, comme si l'on avait saupoudré la paume et les doigts de sa main de minuscules confettis rouges. La main était déjà très enflée et commençait à ressembler à celle de Tom dans les bandes dessinées après que Jerry l'eut écrasé avec un marteau. « Wendy, va chercher la bombe à aérosol qui est dans la salle de bain, dit-il. Tandis qu'elle allait la chercher, Jack, s'asseyant à côté de Danny, glissa son bras autour des épaules de son fils. « Une fois que nous t'aurons vaporisé la main, je vais en prendre quelques photos Polaroid, prof. Ensuite, tu viendras te coucher avec nous, d'accord ?»« Oui, dit Danny. Mais pourquoi est-ce que tu veux prendre des photos ? » Pour pouvoir attaquer ces salauds-là en justice. Wendy revint avec la bombe à aérosol. Ça ne te fera pas de mal, mon poulet, dit-elle en enlevant le capuchon. Danny tendit la main et elle en vaporisa les deux côtés jusqu'à ce qu'elle fût toute luisante. Il poussa un soupir profond. Ça pique ? Demanda-t-elle. Non, ça va mieux. Maintenant, prends ça. Il faut les croquer. Elle lui tendit 5 aspirines pour enfants, parfumées à l'orange. Danny les prit et les envoya une à une dans sa bouche. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'aspirines ? Demanda Jack. Ça fait beaucoup de piqûres, lui lança-t-elle sur un ton accusateur. Tu vas nous débarrasser de ce nid immédiatement, John Torrance. Oui, attends une minute, répondit-il. Il se dirigea vers la commode et sortit son appareil de photo Polaroid du premier tiroir. Il fouilla dans le fond et trouva les flashs. Jack, qu'est-ce que tu fais ? Demanda-t-elle d'une voix légèrement hystérique. Il va prendre des photos de ma main, dit Danny avec sérieux, et nous allons attaquer ces salauds-là en justice. Pas vrai, papa ? C'est vrai, dit Jack d'un air sombre. Il avait trouvé la rallonge du flash et il l'avait enfoncée dans la prise de l'appareil. Tends ta main, petit. Je parie que ces piqûres valent 5000 $ chacune. Mais de quoi parlez-vous ? S'écria Wendy hors d'elle. Je vais te l'expliquer, dit-il. J'ai suivi toutes les indications imprimées sur cette saloperie de bombe d'insecticide. Elle devait être défectueuse, sinon comment expliquer ce qui s'est passé ? Alors nous allons leur intenter un procès. Oh, dit-elle d'une petite voix. Il prit 4 photos, chronométrant le tirage de chaque épreuve à la petite montre médaillon que Wendy portait autour du cou. Danny, fasciné par l'idée que sa main piquée pouvait valoir des milliers de dollars, commençait à surmonter sa peur et à s'intéresser activement à ce qui se passait. La douleur lancinante à sa main s'était un peu calmée, mais il avait mal à la tête. Quand Jack eut rangé l'appareil de photo et qu'il eut étalé les épreuves sur le dessus de la commode pour les faire sécher, Wendy s'inquiéta. « Est-ce qu'il faut l'emmener chez le médecin cette nuit même ?»« Non, il n'a pas tellement mal, dit Jack. S'il était allergique au venin de guêpe, ça se serait déclaré dans les 30 premières secondes. »« Comment ? Qu'est-ce qui se serait déclaré ? Que veux-tu dire ?»« Le coma ou des convulsions. »« Oh, mon Dieu !» L'air abattu et épuisé, elle se serra les coudes dans ses mains. « Comment te sens-tu, prof ? Tu penses que tu vas dormir ?» Danny cligna des yeux. Le cauchemar, relégué à présent au fond de son esprit, avait perdu sa netteté, mais il était toujours effrayé. « Oui, si je dors avec vous. »« Bien sûr, dit Wendy. Mon chéri, ça me fait tellement de peine. »« Oh, c'est rien, maman. » Elle se remit à pleurer et Jack posa ses mains sur ses épaules. « Wendy, je te jure que j'ai suivi toutes les indications à la lettre. Est-ce que tu me promets de jeter ce nid dès demain, s'il te plaît ?»« Oui, naturellement. » Ils se mirent au lit tous les 3 ensemble. Jack était sur le point d'éteindre la lumière quand il s'arrêta et rejeta les couvertures. « Je veux une photo du nid aussi. »« Oh, dépêche-toi. »« Oui, oui. » Il alla à la commode, prit l'appareil ainsi que le dernier flash, et de l'autre main fit à Danny le V de la victoire. Danny lui sourit, et de sa main valide lui renvoya le signe. « C'est un gosse extraordinaire, pensa-t-il en se dirigeant vers la chambre de Danny. C'est le moins qu'on puisse dire. » Le plafonnier était toujours allumé. Jack traversa la chambre et s'approcha des lits superposés. Ce qu'il vit alors sur la table de nuit lui donna la chair de poule. Même les cheveux fins au bas de sa nuque se hérissèrent. L'intérieur du bol en pyrex grouillait tellement de guêpes qu'on pouvait à peine entrevoir le nid. Il était difficile de dire combien elles étaient. 50 au moins, peut-être 100. Le cœur cognant lentement dans sa poitrine, il prit ses photos, posa l'appareil et attendit que le tirage des épreuves se fît, tout en s'essuyant les lèvres de la paume de la main. Il alla à la table de travail de Danny, fourragea dans les tiroirs et finit par trouver le plateau en contreplaqué d'un grand jeu de puzzle. Il revint à la table de nuit avec précaution et fit glisser dessus le bol avec le nid.
Les guêpes bourdonnaient rageusement dans leur prison. Puis, posant fermement la main sur le fond du bol pour l'empêcher de bouger, il sortit dans le couloir. Comment était-ce arrivé? Comment une chose pareille avait-elle pu se produire? La bombe avait pourtant bien fonctionné. Il avait tiré sur l'anneau, il avait vu sortir d'épaisses bouffées de fumée blanche, et lorsqu'il était remonté sur le toit, 2 heures plus tard, il avait fait tomber du trou une avalanche de petits cadavres. Alors comment était-ce possible? La génération spontanée? Oh, c'était ridicule. La génération spontanée, c'était une fumisterie du XVIIe siècle. Les insectes ne se reproduisaient pas comme ça. Et même si des œufs de guêpes pouvaient produire des insectes adultes en l'espace de 12 heures, ce n'était pas la saison de la ponte, qui avait lieu au mois d'avril ou de mai. L'automne était au contraire la saison où elles mouraient. Vivante énigme, les guêpes bourdonnaient furieusement à l'intérieur du bol. Portant le nid, il descendit l'escalier et traversa la cuisine. Il ouvrit la porte du fond qui donnait sur une petite plateforme, celle où le laitier déposait sa livraison pendant l'été. Un petit vent glacé transperça son corps, pratiquement nu, et le froid intense du béton de la plateforme lui engourdit instantanément les pieds. Avec précaution, il posa à terre le plateau avec le bol renversé. Se redressant, il regarda le thermomètre à côté de la porte. « Retrouvez la forme avec 7-Up », disait-il, et le mercure marquait -2. Le froid les tuerait avant le matin. Il rentra à l'intérieur et ferma énergiquement la porte. Soudain, l'hôtel parut s'animer d'une multitude de bruits fugitifs. Grincements, gémissements, reniflements sournois du vent autour du toit, où d'autres nids de guêpes avaient peut-être poussé, comme des fruits vénéneux. Elles étaient revenues, et tout d'un coup il lui sembla que l'Overlook ne lui plaisait plus tellement, non pas tant à cause des guêpes qui avaient piqué son fils et survécu à l'assaut de la bombe insecticide, qu'à cause de l'hôtel lui-même. Avant de remonter l'escalier pour retrouver sa femme et son fils, il prit une résolution inébranlable. « Désormais tu ne te laisseras pas emporter, quoi qu'il arrive !» S'engageant dans le couloir qui conduisait à leur appartement, il s'essuya les lèvres du revers de la main.